Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Sabine Erström, traileuse athlète du Team Simalp, coach, enseignante à l'université et docteur en sciences du mouvement humain. De nombreuses casquettes, c'est pourquoi j'ai bien eu envie de recevoir Sabine aujourd'hui pour qu'elle nous parle aujourd'hui de son parcours professionnel et sportif, de son expérience en tant que traileuse et en tant que coach, et qu'elle nous parle aussi de sa vision de l'entraînement, particulièrement de l'entraînement au féminin. Bienvenue Sabine, est-ce que tu veux bien te présenter en plus de ce que j'ai déjà dit? Salut Lorraine, bah oui, je trouve que tu vas déjà bien présenter. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je peux rajouter que j'habite le Vercors et que je suis originaire d'Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, et que je suis assez curieuse et que j'aime bien discuter. Donc, il faudra que tu me recentres si je pars pendant l'interview. C'est plutôt un bon problème ça, c'est plus facile. Et quel a été alors donc j'en déduis que tu as grandi, près des montagnes. Quel a été, ton parcours sportif? Est-ce que la course à pied, ça a toujours fait partie de ton quotidien ou est-ce que c'est venu plus tard? Ouais, quand même, je pense que j'aimais bien bouger tout le temps. Mon grand-père, il me disait que j'aimais bien me fatiguer et du coup, c'est vrai que nous, à Échirolles, bah, du coup, on habitait une barre d'immeubles, mais c'était assez bien fait. C'était des barres d'immeubles autour d'un parc où dans le parc, il y avait l'école et donc on restait jouer au parc, après l'école et puis je me souviens très bien que quand j'étais intenable à la maison, mes parents ils me disaient de descendre faire un tour de parc en courant et puis de revenir. Ouais, j'ai toujours aimé courir. Après, je faisais pas vraiment de la course à pied. Donc j'ai fait en primaire, je faisais l'école des sports là, le sport municipal, j'ai fait surtout de la natation, j'aimais beaucoup ça, mais après je voulais pas faire de compétition en natation donc en passant au collège, j'ai demandé à mes parents, si je pouvais rejoindre le club de ski de fond et puis finalement j'ai fait de la compétition en ski de fond du coup et j'ai adoré ça et en ski de fond, bah, surtout, quand tu es petit, tu fais pas trop de ski roue, tu fais aussi beaucoup de courses à pied l'été et vraiment ça a jamais été, il a jamais fallu me pousser pour courir, hein. J'aimais vraiment ça et même quand on partait se promener le week-end, c'était un peu mes sœurs contre moi sur la durée de la balade. Moi, je voulais toujours rallonger, mes sœurs, un peu moins donc ouais, je pense que j'ai toujours aimé ça. Après la découverte du trail, ben, comme tout le monde, c'est quand même plus récent. Je pense que j'ai appris l'existence, des grandes épreuves comme l'UTMB ou tout ça, il y a 12 ans peut-être, parce que je dis toujours il y a 10 ans, mais au bout d'un moment, ça fait plus 10 ans quand quand tu dis ça depuis 3 ans, donc ouais, je dirais vers 2012-2013 à peu près. Et là, du coup, tu tout de suite eu envie de te lancer? Ouais, je pense que le trail, c'était vraiment ça correspondait bien à mon caractère parce que, ben, j'aime courir, j'aime la nature, j'aime la simplicité de l'activité. Enfin, j'adore le ski de fond franchement. Les sensations en ski, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais il y a ce problème du matériel et de aussi l'inégalité par rapport au matériel et là, en trail, c'est quand même un sport hyper simple, que tu peux faire après où que tu habites parce que c'est vrai qu'après pendant mes études, j'ai pas mal déménagé et en fait, des sentiers, ben, j'ai habité des endroits très bien pour courir puisque c'était Toulon et Nice, un petit peu Lyon, donc toujours des endroits pas mal pour courir, donc ouais. Une fois ce sport découvert, je l'ai plus quitté. J'ai même fait ma thèse dessus et puis maintenant je travaille, dans le domaine, ouais. Ça, c'est génial, c'est vraiment, né du vraiment tout jeune et puis au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans ta vie. Ouais, c'est ça. Et ju Depuis toujours, je faisais, peut-être du trail sans le savoir comme plein de gens et puis finalement, maintenant je fais du trail, et ça s'appelle trail, mais je fais toujours la même chose. c'est rigolo. Et tu nous parlais justement de ton parcours professionnel, donc quel a été ton parcours et comment tu as décidé comment c'est venu en fait de mêler, bah, cette passion du coup pour le trail, à ta carrière en fait? Bah, long parcours parce que j'ai fait quelques détours en fait, donc comme j'ai Dans les décou ouais, ouais, bah, en tout cas ah oui, c'est vrai, puis des fois je me perds sur les courses, c'est un peu pareil. Là, je me suis un peu perdue dans mon orientation et en fait, ouais, donc j'étais sportive, donc au lycée, je suis allée à Die, dans la Drôme, un lycée sport nature, donc qui était pas du tout orienté compétition, mais plus, d'apprendre à se débrouiller dans plusieurs sports et puis, beaucoup apprendre, aussi sur l'environnement, sur l'entraide, c'était, le paradis. Mais, j'aimais, tout, donc c'était compliqué de savoir ce que je voulais faire après
et donc j'avais commencé par des études de sage-femme que j'ai quand même pas mal persisté dedans parce que c'est pas facile de rentrer. À l'époque, à Grenoble, en tout cas, il fallait passer par médecine, et puis ensuite, aller dans l'école où c'est un quotidien, pas facile parce que tu enchaînes des stages, des cours et des grosses responsabilités pour, quelqu'un d'aussi jeune. Et bon, pour diverses raisons, je me projetais pas dans ce métier. J'étais assez malheureuse dans ces études, même si bien sûr il y avait des choses positives, comme partout. Et j'avais énormément d'amis qui étaient allés en STAPS parce que beaucoup d'entourage sportif, et puis je voyais bien que ce qu'ils faisaient, en fait, c'est ce que moi j'aimais faire pour mon temps libre, quoi. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient OK que je me réoriente. En fait, c'était possible de faire une pause dans les études de sage-femme sans vraiment abandonner, et de garder sa place, quoi, et puis d'aller faire autre chose. Donc j'ai fait ça un peu comme une année de césure, et puis en fait, une fois en STAPS, j'étais vraiment beaucoup plus dans mon élément. Bah, d'après j'ai fait, le full parcours, licence, master, doctorat, et je savais déjà. Après on t'a plus Ouais, c'est arrêté. ça. Je savais déjà que je voulais pas faire prof de PS. Parce que je me voyais pas du tout, faire du sport à des gens qui en ont pas envie. C'est vrai que du coup, le fait d'avoir été dans un collège difficile, j'ai vu comme c'était pas une vie c'était compliqué pour les profs, surtout les profs de PS, qui finalement étaient valorisés, bah, par personne, ni les autres profs, ni les parents, ni les élèves. Donc ça me faisait pas très envie. Par contre, dans mes études, médecine sage-femme, j'aimais vraiment les cours de physio. Donc moi, c'était plus, ça qui m'attirait, des études. Ah oui. Oui, du coup, en fait, tu t'es spécialisée vraiment au fur et à mesure vers les sujets qui t'intéressaient le plus. Est-ce que c'était au moment du doctorat ou même avant en master, qu'on se spécialise? Oui, bah, déjà sur les masters, j'avais fait mes stages à Lyon. Le premier c'était, une thèse une thèse, un master, sur une des manipes de thèse de Pascal Balducci, donc qui était sur l'économie de course, donc assez proche du trail. Et puis en master 2, là, j'avais fait sur l'hypoxie, aussi quelque chose de très intéressant. Mais ensuite, la thèse, c'est un petit peu il faut arriver à avoir une bourse. Donc j'avais postulé à plusieurs choses, comme je t'ai dit, tout m'intéresse. Donc j'avais postulé à plein de choses, et puis finalement, c'était, effectivement un sujet sur, le trail court distance, qui était donc proposé par Toulon et Nice, pour lequel j'ai pu, avoir ma place, et puis, bah, ça j'étais assez enthousiasmée. Puis bon, Toulon et Nice, quand on me dit ça, j'avais aussi postulé à Orléans, donc à choisir, c'est la localisation était pas mal. Pour le trail, quand même mieux. Ouais, bah, à Orléans, j'aurais sûrement trouvé des choses à faire, mais c'est sûr que il y a pas autant de soleil. Ouais, c'est sûr. Et maintenant donc là ta thèse, donc enfin tu l'as terminée et tu continues donc à enseigner. Est-ce que tu continues à faire de la recherche aussi? Ouais, alors j'enseigne, de moins en moins parce que, au début, même avant de soutenir ma thèse, j'avais, bah, simplement pour vivre, parce qu'en fait la bourse de thèse, elle dure 3 ans, et puis, ben, si tu as pas soutenu en 3 ans, après il faut subvenir à ses besoins. Donc j'ai eu, plusieurs CDD à l'université de Grenoble, donc c'était soit Grenoble, soit Valence, en fait. Et après, donc je suis passée, comme, en fait, il y avait pas vraiment d'horizon de poste, je leur ai dit que plutôt que de demander des dérogations pour avoir de plus en plus de CDD, je préférais passer vacataire et puis commencer à entraîner à côté de mon côté, parce que de toute façon, j'aimais bien ça. Je l'avais un peu fait pendant le master, et et puis petit à petit, du coup, l'entraînement prend de plus en plus de place, et là, je reste vacataire, un petit peu à l'université, mais c'est vrai que ça je donne beaucoup moins de cours qu'à l'époque où j'étais en CDD là-bas et où c'était, mon activité principale, ouais. Ouais, forcément. Et comment est-ce que, tu vois, toutes ces connaissances aussi et ce travail de recherche, comment tu penses que ça influence maintenant, bah, ton travail en tant que coach et aussi en tant qu'athlète? Parce que Ouais. tu t'entraînes aussi pour toi? Ouais, ben, ça m'influence beaucoup, je pense, parce que, ben, je continue à être abonnée, en fait. En fait, on peut sur PubMed, donc là où les études sortent, s'abonner à des mots-clés. Donc j'ai gardé les abonnements, ce qui me permet de me tenir à jour sur tout ce qui touche, au domaine de l'endurance et de ce qui m'intéresse. Et j'aime beaucoup lire. En plus, quand tu es en thèse, tu lis, mais à chaque fois, tu réfléchis à quoi ça va devoir te servir. Alors que là, je lis juste pour ma culture, quoi, pour rester au courant. Donc j'aime bien, et puis ça me permet aussi d'écrire quelques chroniques sur Distance Plus,
quand j'écris les chroniques, ça me permet de vraiment me mettre à jour, de tout relire sur un sujet pour, enfin tout relire, relire les revues, les principales revues et ce qui m'intéresse sur un sujet parce que bien sûr, c'est impossible de tout lire. Donc je continue à beaucoup aimer ça. Après ça reste, des conditions expérimentales, donc c'est en fait, c'est matière à réflexion, mais bien sûr, c'est pas ça qui va dicter tes entraînements parce que la réalité, c'est pas du tout la réalité d'un labo, donc ça permet de donner des idées, de casser des mythes, mais ça permet pas de dicter l'entraînement. Ça suffit pas. Ouais, c'est intéressant, c'est quand même toujours à prendre aussi avec du recul et Ouais, ouais, complètement. mais toi, au moins, ça te permet d'être à jour, sur, l'état de la science, quoi, on va dire, C'est ça. Mais c'est vrai que ne serait-ce que la population étudiée, tu vois, si tu as une étude sur des sédentaires et que toi tu entraînes quelqu'un, de très entraîné, ben, l'étude sur des sédentaires, elle va pas forcément être pertinente. Mais justement pour ça, c'est intéressant d'avoir fait soi-même aussi un peu de recherche, même si du coup, pour répondre à ta question, j'en fais plus parce que ça des fois, tu comprends mieux pourquoi ils ont fait tel ou tel protocole parce que quand on n'en a pas fait, des fois, on se dit: «Oh là là, il y a que 15 sujets, mais c'est vraiment pas beaucoup et tout». Alors qu'en fait, quand tu vois le protocole, tu te dis: «Bah, en fait, c'est juste qu'ils pouvaient pas en avoir plus que 15 là». ouais, c'est sûr et puis je pense que tu comprends mieux aussi vraiment, enfin, pourquoi ça a été fait de telle manière et pour le coup, peut-être les limites qu'il peut y avoir, dans les résultats. Alors que c'est vrai que quand on n'a pas fait ce travail, enfin, on n'a pas, eu cette enfin, ce travail de recherche, je pense que c'est compliqué quoi, en fait, de lire des études, Ouais, on c'est prend ça, vite de travers, en fait. ouais, c'est pas évident à appréhender et puis c'est vrai qu'en test, on lit tellement qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, quand il passe du temps, ça te familiarise. Ouais, forcément et on va parler du coup de ta vision de l'entraînement. Déjà, si tu devais, disons présenter ta vision globale en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais? Ben, pour moi, l'entraînement, c'est très important. Je pense que c'est important d'apprécier ce qu'on fait à l'entraînement. Alors ça veut pas dire de faire, que ce qu'on aime à l'entraînement et bien sûr, il faut travailler aussi ses points faibles, mais de toujours savoir pourquoi on le fait et puis, d'avoir, en général, de pas y aller à reculons quoi, d'avoir vraiment une vraie satisfaction à l'entraînement et donc un entraînement qui s'adapte aussi au caractère et au quotidien, de la personne, ce sera jamais l'entraînement idéal pour 2 personnes, ce sera jamais exactement le même. De pas faire l'entraînement que pour la compétition, de pas avoir l'impression de faire des sacrifices pour un jour J, mais plutôt que la compétition, ce soit un petit peu la cerise sur le gâteau ou ce qui permet d'orienter les entraînements, et que là, il y ait déjà une satisfaction dans l'entraînement au quotidien. Ouais, sinon ça doit être un peu dur, si on profite que le jour J, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, en tout cas un peu triste parce qu'en fait, on passe quand même vraiment beaucoup de temps à l'entraînement donc et puis surtout, je pense que quel que soit le niveau, même s'il y a des champions, par exemple, j'avais déjà entendu que Laure Manodou disait qu'elle aimait pas nager, moi ça me laisse perplexe parce que je pense qu'elle aurait pu arriver au même résultat en aimant nager, en fait et en aimant ce qu'elle aime, en aimant ce qu'elle fait parce que, bah, c'est comme tout, même ton travail, tu le fais quand même mieux, quand tu trouves une satisfaction, en tout cas sur le long terme, quoi. Oui, c'est clair et tu entraînes des athlètes, d'un peu tout niveau? Ouais, vraiment tout niveau. J'ai quelques femmes qui sont vraiment, bonnes, qui sont un petit peu l'élite de celles que j'entraîne et puis après, bah, il y a vraiment, tout niveau et puis vraiment j'aime ça. Il y en a même, qui ont des périodes où, ils font pas de compétition, mais le fait d'avoir une coach, bah, ils savent qu'ils font pas n'importe quoi, que ça va être varié j'aime bien aussi cette vision des choses. Ouais, c'est sympa aussi et comment tu fais pour, justement arriver, tu vois, à avoir, en fonction de la personne, un bon équilibre entre, bah, le volume, l'intensité, la récupération et à l'adapter à la vie de chaque personne, quoi? Bah, c'est une adaptation, c'est vraiment le cœur principal d'arriver à comprendre, quelle est la charge qui va permettre, qui va être bien tolérée, qui va permettre de progresser encore et puis de répondre aux attentes et puis c'est vrai que là, par exemple, c'est vrai qu'on est au mois de juin et ben, j'ai, principalement des mamans qui m'ont dit, de lever le pied là jusqu'aux vacances, d'été, donc de faire le strict minimum pour garder l'état de forme parce que tunnel de kermesse, conseil de classe, machin, toutes les choses du mois de juin, quoi. Donc c'est vrai que mais c'est aussi ça qui est intéressant, en fait, c'est d'arriver
à faire, un programme qui colle, ben, aux épreuves préparées aussi parce que, bon, il faut aussi penser les épreuves préparées par rapport, à la réalité. Quand tu sais qu'au mois de juin, ça va être le rush de pas prévoir un ultra, début juillet et puis, ouais, de se faire coller à la vie réelle, aux qualités aussi, physiques. Tout le monde tolère pas la même charge, c'est une histoire de quotidien et puis c'est une histoire de physiologie aussi. C'est intéressant que ce soit aussi individuel, en fait et j'imagine que c'est pas évident à appréhender, enfin, quand tu commences avec quelqu'un, il doit Ouais, falloir un peu de temps pour, vraiment comprendre, ce qui fonctionne, ce qui c'est est vraiment trop, ce qui est pas assez, enfin. c'est vraiment plus facile avec des gens que tu entraînes depuis déjà 1 ou 2 ans parce que c'est aussi des caractères. Tu vois, il y en a qui vont vraiment tirer la sonnette d'alarme, quand c'est presque déjà un petit peu trop tard et puis d'autres qui sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes. J'en ai pas beaucoup qu'il faut pousser parce que c'est pas un caractère, qu'on retrouve dans le trail, et puis même moi, comme je te disais, c'était aussi pour ça que je voulais pas être prof de PS, quoi. Moi, au bout d'un moment, c'est pas à moi de pousser les gens, d'être leur source de motivation, donc ça me va très bien de pas avoir, besoin de pousser. Par contre, il y a des gens qu'il faut freiner un petit peu, ouais. C'est dans le sens inverse. Faut C'est dire: ça. «Stop» Oui, et est-ce tu que en tu as as fait assez et repris des c'est aussi beaucoup rassuré parce qu'en réalité, beaucoup souvent, quand on veut trop en faire, c'est un besoin de se rassurer. Alors qu'en fait, si tu passes ton temps l'entraînement ne sert pas à se tester pour la compétition. En fait, l'entraînement, il sert à se préparer pour la compétition et c'est le jour J que tu te rends compte, bah, que oui, ça avait marché, en fait. ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est pas simple, je pense avec l'expérience, ça vient, mais ouais, on a toujours Ouais, peur, c'est pas de pas facile y à arriver, accepter parce de pas être que prêt. c'est ça, quand tu es dans le doute, tu vas avoir envie, de voir si tu arrives à tenir les allures de l'entraînement et tout, mais sans penser qu'en fait, les allures de course, pardon. Sans penser que le jour de la course, tu seras reposé juste avant, alors que les entraînements souvent ils s'enchaînent et puis tu les fais dans un état de fatigue, plus avancé que ce que tu as le jour J et puis pas dans le même état de concentration et d'excitation aussi qu'avec un dossard, accroché. Ouais, c'est clair que ça joue et est-ce que tu intègres d'autres, sports et du renforcement musculaire, en complément du trail? Oui, pratiquement tout le monde. Alors il y en a qui se blessent pas et qui adorent courir, donc ils font vraiment presque que de la course à pied et puis un petit peu de renforcement musculaire et il y en a d'autres au contraire, soit qui se blessent facilement, soit qui aiment faire, plusieurs activités, qui aiment beaucoup rouler ou skier l'hiver par exemple et ça, moi je le rajoute avec plaisir vraiment dans l'entraînement parce que je pense que ça apporte, d'un point de vue physique et d'un point de vue mental donc finalement quand on voit les performances que peuvent faire des triathlètes, en course à pied en courant un volume de course, assez faible, relativement à leur temps d'entraînement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à trouver, de positif dans les autres sports. Intéressant et on va parler de l'entraînement au féminin. Quels sont en fait les besoins spécifiques ou les défis qui sont rencontrés par, les femmes? Alors déjà, bah, comme on a dit, l'adaptation, elle se fait à chacun, à chacune. C'est pas il y a pas une façon d'entraîner les hommes, une façon d'entraîner les femmes. Par contre, comme tu le dis, il y a des spécificités. Je dirais qu'il y a aussi déjà des spécificités, dans le quotidien, comme je te dis. Pourtant, les hommes que j'entraîne, c'est pas du tout des gros machos, hein, parce qu'ils ont choisi d'être entraînés par une femme, souvent une femme plus jeune qu'eux, donc ça montre déjà qu'on n'est pas sur, des C'est clair. voilà, des hommes très misogynes et pourtant, c'est vrai que, bah, je vois que les femmes que j'entraîne, elles ont quand même tendance à plus se soucier de: «Est-ce que je vais pouvoir, laisser ma famille sur ces périodes-là?» et cetera. Donc c'est toujours, je pense quand même la charge mentale, elle se ressent même en tant qu'entraîneur, même si bien sûr je dis pas que les hommes n'ont pas de charge mentale. Je vois quand même une Mmh, bien sûr. préoccupation majeure chez les femmes. Il y a ça et puis, il y a bien sûr le cycle menstruel, de savoir que 2 choses importantes d'abord, si elles sont réglées correctement, parce qu'on sait qu'il y a quand même des fois avec des volumes élevés, ou une alimentation insuffisante, on peut avoir des troubles du cycle, donc déjà être sûr que ça fonctionne bien. De savoir aussi si c'est avec ou sans pilule, parce que la pilule contraceptive,
comme elle prend le pas sur les hormones naturelles, en fait, elle peut masquer, le fait que la physiologie marche pas. Donc, il s'agit pas d'arrêter la pilule, mais par contre de savoir qu'on pourra pas se fier à cet indice-là pour savoir si tout va bien. Donc déjà savoir si les règles sont présentes et régulières et ensuite de savoir si, le cycle est symptomatique ou pas. Parce qu'il y en a pour qui, ça va pas poser souci et puis il y en a d'autres, pour qui, soit en syndrome prémenstruel, soit les premiers, deuxième, troisième jours de cycle, il va falloir mettre des entraînements un peu plus faciles et donc ça c'est à prendre en compte. Mais, c'est à prendre en compte. En fait, je trouve qu'on va dire il y a 20 ans, on s'en foutait complètement et c'était pas une bonne chose. Mais je dirais qu'aujourd'hui, des fois, on parle que de ça et en fait, la vie, elle est bien plus complexe que d'être, enfin, je sais pas, tu pas toujours en train de te dire: «Ah là, je suis en phase folliculaire, faut que je fasse tous mes entraînements intenses et puis là, je suis en phase lutéale». En fait, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est aussi, bah, en ce moment, c'est la canicule, par exemple. À part des personnes qui ont un cycle très symptomatique, ça va être beaucoup plus influent sur ce qu'on va pouvoir faire à l'entraînement d'être en canicule que d'être, en J13, et que du coup, ah, c'est cool, je vais ovuler, je suis en pleine forme, mettons les outils des entraînements. Donc, ouais, donc savoir au niveau du cycle, savoir si tout fonctionne bien et s'il est symptomatique ou pas. Et puis après, on sait que les femmes, par exemple, elles sont très riches en fibres de type 1. Donc, globalement, elles sont assez tolérantes à faire des charges d'entraînement élevées, avec cette réserve d'arriver à manger suffisamment. Parce que aussi culturellement, on s'attend à ce que les femmes mangent moins que les hommes, donc on nous apprend pas forcément à manger suffisamment par rapport à nos besoins énergétiques, donc c'est un petit peu la limite. Mais je dirais qu'une femme qui arrive à mettre assez d'essence dans son moteur, bah, elle peut vraiment tolérer des charges d'entraînement assez importantes et par contre, on a des VO2 max, relativement aux hommes d'un même niveau, enfin d'un même niveau, enfin, élite homme ou élite femme. Les élites hommes vont avoir des VO2 max plus élevés et donc pour les femmes, ça va être aussi de conserver des entraînements pour travailler ses qualités. Globalement, il faut quand même faire attention à pas non plus épuiser nerveusement, à mettre trop d'intensité. Je pense mais ça du coup c'est pas encore très conforté à la sci par la science parce que malheureusement on manque vraiment encore d'études sur les femmes, mais j'ai l'impression que pour mettre une femme en surentraînement, ça va plus passer par l'intensité que par le volume. Mais, mais ça reste, j'aimerais beaucoup lire des études plus poussées là-dessus, je pense qu'il y aurait vraiment possibilité de faire des études, par exemple, sur les taux de cortisol ou sur la variabilité de fréquence cardiaque et de comparer, comment réagit, une population de femmes et une population d'hommes, à un entraînement, plus ou moins polarisé. Mais donc c'est vrai que moi, souvent, j'utilise un entraînement qu'on appelle polarisé avec vraiment la majeure partie du volume à basse intensité et ensuite les séances, à haute intensité, elles sont faites, en fait, sur un état de fraîcheur la plupart du temps, à part pour quelques raisons très spécifiques, par exemple, apprendre à continuer à courir à haute intensité à la fin d'un extra ou quoi, mais la plupart du temps sur, un niveau de fraîcheur, suffisamment satisfaisant pour en récupérer correctement de ces séances, quoi. Je sais pas si c'est très clair? Ouais, d'accord. Si, si, enfin, je j'ai tout compris. Je pense que ça sera D'accord. pareil pour les personnes qui écoutent. Mais ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir et justement, c'est pas des choses dont on entend forcément, tout le temps parler, donc Oui et puis intéressant. on manque vraiment d'études, donc c'est vrai qu'on est un petit peu à tâtons, quoi, mais rien que le fait de savoir comment le corps féminin, se fonctionne, ça peut nous permettre de supposer et aussi, moi, il y a quelque chose que je vois vraiment sur, les sportifs que j'entraîne, c'est l'importance des activités qui ont été faites, ben, je dirais entre 10 et 15 ans. Tu vois, ceux qui viennent d'un sport d'endurance, ils ont vraiment une capacité à faire du volume que les autres ont pas et puis d'autres qui viennent d'un sport explosif, ça va être au contraire, une récupération beaucoup plus facile, des entraînements intenses et donc je trouve que ça joue énormément, les sports qu'on a fait dans sa jeunesse, sur ce qu'on va pouvoir faire à l'entraînement et puis, aussi les qualités qui restent à développer, pour devenir un bon trailer. Ah ouais, c'est intéressant et on arrive à rattraper le truc si on n'était pas très sportif entre 10 ans et 15 ans. Ouais, bah, il y en a énormément. En fait, ce qui est bien avec le trail, c'est que, bah, déjà, il y a tellement de facteurs de performance que
je dirais que tout le monde arrive à tirer un peu son épingle du jeu. Et puis en plus, les sports d'endurance, c'est des sports qui récompensent vraiment l'entraînement. Globalement, même si tout le monde, pourra pas gagner la Western States, par exemple, n'importe qui se met à s'entraîner progresse. Ça, c'est une évidence et c'est peut-être moins vrai si, par exemple, moi, demain, je me mets à faire du sprint, je n'atteindrai jamais un bon niveau en sprint, quoi, parce qu'il y a aussi des qualités innées dans certains sports qui sont importantes et en sport d'endurance, oui, il y a des surdoués de l'endurance comme il y a des surdoués dans tous les domaines, mais tout le monde peut progresser. C'est vrai que c'est ça, c'est un côté quand même très satisfaisant. Tu peux Ouais. progresser à ton niveau, mais tu progresses. Et tu parlais de l'alimentation qui était, enfin qui est souvent donc du coup quelque chose qui est quand même un peu plus compliqué chez les femmes. Est-ce que toi tu as un peu un process pour qui te permet de surveiller, enfin de surveiller, évidemment tu es pas le nez dans l'assiette, des personnes que tu entraînes, mais tu vois, des petites questions pour essayer de voir si de ce point de vue-là c'est OK, si la personne s'alimente assez? Comment est-ce que tu fais en fait pour gérer ça? Parce que c'est pas évident, quoi. Ouais, non, c'est déjà s'il y a une fatigue persistante ou des douleurs, de ouais ou des blessures, de vérifier, bah, est-ce que tu manges je pense que tu manges correctement? Comment tu t'alimentes sur tes entraînements? Parce que des fois les gens croyant bien faire en fait, mangent pas assez quoi, par exemple, vont me dire, ben, le matin, je pars à jeun parce que j'ai pas le temps et puis derrière on se rend compte que même après l'entraînement ou pendant, l'alimentation finalement elle est déficitaire ou des choses comme ça, des habitudes et après moi je suis apte à donner les conseils de base, mais c'est vrai que s'il y a des soucis particuliers, soit des antécédents de troubles du comportement alimentaire, soit des troubles digestifs qui vont pas passer avec les conseils classiques, je vais demander, à la personne d'aller voir un diététicien parce qu'après, chacun son métier. Les diététiciens font pas des programmes d'entraînement, donc moi je fais pas de programme alimentaire. Ouais, bien sûr, toi tu peux juste être là pour, peut-être, ouais, tirer la Ouais, sonnette signal d'alarme, dire: d'alerte. «Attention, Ouais, faut que vous y exactement. alliez», quoi, Ouais. ouais. Ouais, signal d'alerte parce que c'est vrai que aussi assez souvent, j'en ai qui m'écrivent dans les commentaires, sur Nolio là, ou au téléphone qui vont me dire: «Ah bah, je me sens lourde, il faudrait que je perde du poids». Ben là, je dis en fait, c'est un petit peu c'est feu orange quoi, «Est-ce que tu es sûre que tu veux perdre du poids? Faudrait voir un médecin pour voir si c'est une bonne idée ou pas» et puis aussi des fois, c'est rassurer, quand bah, par exemple, tu manges trop de glucides ou je sais pas quoi et de dire, bah, en fait, vu ce que tu fais à l'entraînement, je crois pas que tu manges trop de glucides. En fait, c'est juste Ouais, c'est quand même, important tous ces conseils aussi. Bah, on a pas mal parlé d'entraînement, mais on va aussi parler de, bah, de toi en tant que trailleuse parce que tu es aussi donc une excellente trailleuse. Tu fais partie du team, Simalp et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer toi dans ta pratique du trail? je pense que j'aime courir tout simplement. C'est déjà la base parce que C'est pas même mal. ouais, c'est ça, même dans des périodes d'entorse, par exemple, où je pouvais pas trop aller sur les sentiers, bah, je suis allée courir sur la route et j'aimais ça aussi. Mais le trail, ça reste quand même, supérieur parce que, ben, comme tout le monde, qui fait ce sport, j'aime la nature. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours aimé la nature, même avant même d'être sportive, enfin, quand je te disais dans le parc, quand j'étais petite, j'observais les oiseaux, j'allais les enregistrer. Enfin, un moineau, ça me mettait en joie. J'avais demandé à mes parents si je pouvais partir plus tôt pour observer un chat qui passait tous les matins, super tôt. Enfin, tu vois? Vraiment, ouais, une passion de la vie sauvage et puis je trouve que ce sport, il est quand même, génial, quoi. Des fois, tu te dis: «Bon, je suis pas en forme là, mais aujourd'hui, mais vu l'environnement dans lequel, je pratique mon sport, ben, c'est pas grave, je ralentis et on est quand même mieux là que dans un gymnase, quoi» et puis j'aime les trailers. Je crois que j'aime bien les gens qu'on rencontre dans ce sport, globalement, même si des fois, on a besoin d'un peu d'autodérision parce que, comme les genoux dans le gîte, parce qu'il y a des choses assez ridicules dans le sport, j'aime quand même, Ça fait jamais de mal un peu d'autodérision, je crois, dans tous les secteurs. ouais, surtout quand on commence à y passer un petit peu tout notre temps et puis, des fois quand tu es un peu trop de gens de du même monde que soi. C'est vrai. Et est-ce que tu as des distances de prédilection, en trail ou tu fais aussi bien du court que du long? Ouais, ben, je pense que par rapport à mon
mon temps de pratique, de que là, ça fait bien 12 13 ans que j'en fais, je fais plutôt des courtes distances parce que la plupart du temps, les gens avec, autant d'années dans le trail, font de l'ultra et puis moi, je fais pas d'ultra donc je suis restée souvent enfin, pendant longtemps, ouais, sur des distances vraiment courtes et puis petit à petit, et puis maintenant, c'est vrai que j'aimerais aller sur des choses un petit peu plus longues. Là, à la fin de la saison, par exemple, j'ai prévu, l'Endurance Trail des Templiers et en fait, comme j'aime courir, maintenant que j'ai progressé, je me sens de courir sur un 100 kilomètres. Mais j'ai pas envie d'un truc où en fait, quelle que soit la distance, vouloir faire son sa meilleure perf, ça fait mal quelque part. Mais je crois que j'aime mieux la douleur d'un KV ou de quelque chose d'intense et que finalement, en fait, si c'est trop dur, tu ralentis et puis ça va, que si tu t'embarques dans un ultra, en fait, la douleur, même si tu ralentis, c'est juste que la douleur, elle dure plus longtemps et tu vois, par exemple, moi, une Diagonale des Fous ou même une Hard Rock, je trouve que c'est trop quoi, inventer cette course par étapes et je m'inscrirais mais ouais, les courses par étapes, j'adore, mais par contre, faire aussi long, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Après en tant que coach, c'est vrai que j'aimerais bien, là du coup, j'ai eu des soucis de genoux cet hiver qui m'empêchent aussi, d'envisager des parcours trop longs, mais j'aimerais bien éprouver, ce que c'est un ultra parce que je pense qu'on est encore meilleur à coacher une fois qu'on l'a vécu soi-même, même si bien sûr chacun a une expérience différente et puis, chaque ultra est différent. Mais ce serait plus de la curiosité que je pense que je suis plus faite pour des distances, ouais, entre 50 et 100, ouais, c'est ça. Ce qui est déjà pas mal, en Oui, fait. mais Quand on dit exactement court, aussi, tu sais, il y a toujours ce c'est truc ça. dans le trail où on se retrouve à dire, «C'est court, 50 kilomètres». C'est ça, je fais du trail court. Ouais, c'est déjà bien long. Et est-ce que, tu as en tête un souvenir, alors que ce soit une victoire en compétition, mais ça peut aussi être hors compétition, en fait, un de tes meilleurs souvenirs de trail à nous raconter? Ouais, j'en ai tellement et puis j'espère que j'en ai encore des meilleurs qui sont à venir, hein, parce que j'espère courir encore longtemps. Heu, En récent, peut-être, tu avais reçu Léa Barnel pour, l'Ultra Trail Oui. du Vercors et la course donnait très envie de s'inscrire et c'est vrai que moi, j'ai vécu une belle journée, l'année dernière sur l'Ultra du Vercors parce que, en fait, c'est un parcours, enfin, c'est une course que j'ai faite beaucoup de fois en relais. J'avais aussi déjà fait le format court de 50 kilomètres. Mais oui, justement, à l'époque, déjà, moi, quand je m'étais inscrite, c'était un petit peu le plus long que j'ai fait. Et puis, ça faisait un moment que je voulais faire celui qui s'appelle l'ultra. Alors, voilà, ça reste un ultra où on part le matin et tout le monde est rentré, la dernière barrière horaire, c'est 23 heures ou 23h30. Donc c'est toujours, c'est un parcours qui change chaque année, mais en gros, c'est entre 80 et 85 et puis 4000 et 5000 mètres de dénivelé et justement, c'est un parcours qui change chaque année donc toutes les personnes qui ont déjà organisé une course se rendent compte de l'ampleur du truc. C'est-à-dire que chaque année, il faut inventer un nouveau parcours, demander les autorisations de passage et cetera et donc cette année, ben, ça portait de Lens en Vercors, donc c'est mon village, donc j'avais encore plus envie de participer et puis, c'est vrai que je m'étais bien préparée. Par contre, j'ai eu une entorse, toute bête. En fait, j'avais fait, donc l'Alta Via dans le Val d'Aoste, en préparation. J'étais pleine forme et tout. Je rentre chez moi, je réponds à un SMS, je me fais le la cheville sur le trottoir. Donc le truc, vraiment Ah non. ridicule. Et puis, en fait, ça m'a vraiment au début, j'étais dans le déni. Je me disais: «Bon, quelques jours, de toute façon, faut que je récupère de l'Alta-Via» et puis, en fait, ça a réveillé une douleur d'un kyste. Donc ça, je l'ai su en faisant une échographie et donc j'étais quand même vraiment bien gênée. J'étais pas sûre du tout de pouvoir courir et puis j'ai pu courir. Ça s'est super bien passé, j'étais deuxième pendant assez longtemps de la course, 2e au scratch et 1re femme, donc énormément d'encouragement, quoi. Ce qui est trop bien dans l'Ultra du Vercors, c'est que, en fait, chaque ravitaillement se fait dans un village, donc vraiment quand tu arrives, tu es reçu chaleureusement et c'est pas que pour les gens qui habitent le Vercors, c'est vraiment tout le monde, mais c'est sûr que quand les gens connaissent ton prénom, bah, c'est encore mieux
et donc j'ai vécu vraiment, une très belle journée là-bas, enfin, du coup, c'est cool parce que souvent quand je repasse par l'entraînement par des sentiers de l'UTV, je me dis: «Ah, ce jour-là, ça tout allait bien, quoi». C'est vraiment il y a des jours comme ça où tu es en forme, il fait beau, tu as envie d'être là, tu as des gens que tu aimes bien qui sont sur le parcours à l'arrivée et tout, c'est quand même vraiment, faut se souvenir des jours comme ça parce que tout n'est pas toujours aussi facile donc Ah ouais, un bel, alignement des planètes, ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as un souvenir, alors évidemment pas un souvenir horrible, mais tu vois, un souvenir où c'était quand même un peu dur, à partager? ouais, en fait, mes souvenirs, les plus durs, c'est plus des blessures, ouais. C'est, un peu d'arriver à pas se décourager quand tu enchaînes les pépins, par exemple, l'hiver, 2018-2019, j'ai enchaîné, de me casser la rotule en enfin, plus précisément, j'étais chez mes parents à ce moment-là parce que justement j'étais entre la fin de mon contrat de thèse et puis le début de mon travail à Valence et donc il pleut, j'arrive en bas de l'interphone, je fais un slide sur la marche et bim, la rotule, fracture de rotule. Donc une fracture de rotule, c'est, 1 mois et demi d'attelle et puis après tu as plus de muscles, tu sais plus marcher quoi, c'est une longue rééducation, ça se rapproche pas mal des ligaments croisés, en fait. Donc quand je commence à sortir un peu la tête de l'eau, à retrottiner un peu sur le tapis chez le kiné et cetera, je descends à la cave pour faire un peu de home trainer pour, dans le processus un peu de réathlétisation. Sauf que je glisse parce que ma rotule, enfin ma jambe est encore pas très sûre d'elle-même. Je glisse dans les escaliers et je me casse une vertèbre et donc là, c'est 3 mois de corset et franchement et pas le droit de s'asseoir, pas le droit de porter. Donc pour rééduquer une jambe, tu vois, c'est pratique parce que normalement, faut faire des squats, donc s'asseoir et porter. Donc là, quand je suis arrivée chez le kiné avec mon corset, franchement, heureusement, j'ai ce kiné, j'ai toujours un peu le même à Grenoble, même si on en a des bien aussi à l'Anse-en-Vercors. Je lui dois tout parce que là, je sais pas comment il a fait pour me consoler effondrée et Ouais. après oui, c'est l'horreur quand tu as la tête dans le guidon, mais en même temps, après, tu prends du recul et tu te dis: «Bon, c'est mon horreur, mais en même temps, il y a aussi des gens à qui il arrive des trucs bien plus terribles que ça». Moi, la vertèbre était cassée, mais ça il a jamais été question, d'être, paraplégique, par exemple, ou quoi. Ça touchait pas du tout la moelle épinière. Enfin, après, tu relativises aussi, tu te dis: «Bon, ma vie est un peu merdique en ce moment, mais malgré tout, il y a plein de trucs qui vont aussi dans ma vie et puis le corps il est quand même extraordinaire et petit à petit avec de la patience, ben, tu récupères plus ou moins, hein, il faut dire la vérité. Il y a des blessures, desquelles tu récupères jamais complètement, mais en tout cas, tu peux refaire, ce que tu aimes et puis après c'est quand même vraiment, une fois que tu as eu quelques galères, donc ça c'est moi et c'est plein d'autres personnes. Franchement, quand tu enlèves les baskets à la fin d'une sortie, que tu sois en forme ou pas et si tu as mal nulle part, tu te dis: «Ben». Ouais, c'est clair. Tu réalises, d'autant mieux que c'est une chance quand même, quoi. Et alors, quels sont tes prochains projets là pour, les mois qui viennent? Bah, pour les mois qui là, du coup, c'est vrai que cet hiver, j'ai fait une chute un peu bête à ski qui m'a fait une douleur de rotule. En fait, j'ai une rotule, ce que je savais pas jusqu'au moment de faire des imageries, qu'on appelle bipartite. Donc le fait d'avoir tapé le ski contre cette rotule, ça a créé des lésions et c'est un petit peu compliqué de sortir de la douleur. Donc à la base, là, je devais faire les championnats de France, de trail long, mi-juillet. Je sais pas quand sortira ton podcast. Donc j'ai demandé à passer sur un trail court et puis, ben, je suis déjà contente de pouvoir faire le trail court parce que cette année, comme on le disait, c'est un trail court, 32 kilomètres et demi-4 de dénivelé, donc c'était déjà un beau parcours. Et après, donc si tout va bien, ce sera pas mal de montagnes cet été et puis au niveau compétition, ce serait d'aller sur, le 65 kilomètres de l'Échappée Belle, pour changer un peu de massif, pour regarder le Vercors, d'un peu plus loin et puis surtout me confronter d'habitude moi je fais beaucoup de parcours roulants donc c'est aussi aller travailler un petit peu ses points faibles parce que ce que je vois en entraînant des gens, c'est qu'il y a aussi beaucoup de croyances. Tu vois beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais moi je suis pas bon sur le roulant et tout», puis en fait tu regardes les séances et bah si en fait quand tu fais du roulant, tu progresses sur le roulant
Donc ben, c'est moi aussi à aller me confronter un petit peu à des parcours un peu plus montagneux et puis parce que j'aime quand même courir, donc retourner aux Templiers, à la fin de l'année et puis sur l'endurance trail, plutôt que sur, les Templiers parce qu'en fait la dernière je l'ai fait une fois la grande course et ça s'est tellement bien passé que je crois que pour l'instant j'ai envie de rester sur ce souvenir-là, puis d'aller faire autre chose et peut-être Ah trop bien, bah, dis donc ça tu plein de beaux projets là qui arrivent du coup. ouais, c'est ça. Il faut juste, continuer bien le kiné pour que la rotule assure les projets, mais sinon, ouais, super Bon et pour terminer, ma petite question traditionnelle, est-ce que tu aurais des conseils ou un message à faire passer à des auditrices qui nous écouteraient, qui seraient traileuses a priori? Ben, si elles sont traileuses, je les félicite et je les encourage à continuer. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais moi ça me tient vraiment à cœur que les femmes prennent, leur place, dans notre sport et puis dans tous les sports. En tant que pratiquante, mais aussi dans les stars parce que, par exemple, on voit qu'aux JO, même s'il y a 50 d'athlètes féminines et masculins, ben, en fait, si tu regardes les staffs, les entraîneurs sont tous des hommes, sauf peut-être en gymnastique et en natation synchronisée, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Donc je les remercie, de venir participer à notre sport. Je leur dirais de pas se comparer, aux autres et encore moins, ceux que tu connais pas dans la vraie vie, mais que tu vois que sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, moi, ce que je vois en entraînant les gens, c'est que tout le monde a des périodes hautes et des périodes basses et que en général, en période basse, tu fais pas beaucoup de bruit, mais que ça existe aussi. Donc pas trop se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pas décider aussi des distances en fonction de ce qui est prestigieux ou pas, mais de vraiment faire ce qui nous plaît. Et puis peut-être, aussi d'apprendre à lire les cartes, parce que c'est vraiment ça donne une liberté aussi, de pouvoir choisir ses partenaires. Ça fait plein de bons messages, j'approuve tout. Non, c'est beaucoup de choses, ouais, qu'on essaie aussi de faire passer, via la Sportive Outdoor, le podcast, les articles donc c'est chouette aussi de Bah, t'entendre voilà. dire ça et d'avoir des encouragements. Bah, c'est super intéressant en tout cas ce que tu fais, d'avoir, aussi plein de profils, plein de sports différents, plein de modes de pratique aussi entre des compétitrices ou des aventurières et je trouve ça vraiment sympa à écouter. C'est toujours, j'ai commencé par écouter les gens, que je savais qui c'était, Marion Poitevin ou Manon que tu avais reçu et puis après j'en ai écouté ça fait plein Ah bah super, ça fait plaisir. Bah merci beaucoup. Merci, bah, pour ton temps, pour, tous les partages, d'expériences, les conseils, que tu as donnés. Je pense que ça va faire un autre épisode, qui sera apprécié donc merci beaucoup et puis, bah, on va te suivre tes aventures. Je te souhaite bon rétablissement pour cette rotule et puis plein de belles merci. expériences en montagne pour cet été. Merci Lorraine et puis bonne pratique. Merci, à bientôt.